Bonjour Thierry. Bonjour Naufal. Alors aujourd'hui, je te reçois pas en tant qu'invité, mais avec un nouveau concept, ce qui m'étonne absolument pas de ta part. Mais tu m'as dit ce nouveau concept, il va s'appeler 338. Alors, 338, pourquoi 338 338 secondes. 338 secondes, ça fait à peu près 5 minutes. D'accord. C'est histoire de parler sur un sujet sans endormir les gens tout en les intéressant. Donc, 5 minutes 38, c'est déjà pas mal. Alors ça vient d'où le 338? Parce que moi au départ, je croyais que c'était un numéro de rue. Et ça vient d'où l'histoire du 338? Alors, 338, c'est un calibre de fusil qui a un calibre assez gros. Ce sont des grosses munitions. En fait, ça s'appelle 338 Lapua Magnum, donc 338 LM. Et c'est un calibre qui est destiné aux tireurs d'élite longue distance. Tu sais, tireur d'élite, c'est déjà une grande spécialité, mais alors tireur d'élite longue distance, c'est l'élite de l'élite. C'est quoi quand tu parles de longue distance, c'est combien à peu près? Eh ben pour le GIGN, par exemple, c'est d'être dans une précision qui est de l'ordre d'une tasse à café à 800 mètres. Tasse à café à 800 mètres? Oui. D'accord. Il faut être sûr que ça ne sorte pas de la tasse à café. Ok. Donc ce sont des gens qui sont extrêmement spécialisés dans ce domaine, puisque ça tient compte à la fois de l'hygrométrie, de la température, de la force du vent, évidemment de la munition. Donc il y a des tas de calculs à faire pour être sûr que le point visé soit bien le point touché. Alors pourquoi 338 ? Alors d'abord pour les 5 minutes et 38 secondes, mais au-delà parce que c'est un calibre mythique, hein, dans les forces spéciales c'est un calibre mythique, qui, la première chose, ça porte loin. La deuxième chose, c'est que c'est très puissant. Et la quatrième, c'est d'une extrême précision. Tout ce que j'aimerais que ces interventions soient. C'est magnifique. D'accord, ok. Donc, et tu as au-dessus après en termes de calibre? Alors après, au-dessus, bien sûr, hein, il y a le calibre 10-50, c'est la 12-7. Mais là, c'est autre chose. Ouais, je trouve que 338, c'est joli. J'aime beaucoup l'histoire, ouais. Voilà, et puis ça correspond à 338 secondes, ça a un sens. Bah, magnifique. Premier sujet dont je te propose, dont on va parler, c'est la préparation. Alors, la préparation, il n'y a rien sans préparation. Imaginez qu'on puisse partir et improviser, c'est déjà être sûr d'aller à la catastrophe. Alors, se préparer, bien entendu, il y a toute la préparation qui est très en amont, hein. Il y a la sélection, la formation, l'entraînement, l'équipement, etc. Mais moi, je voudrais faire un petit focus sur la préparation de la mission. C'est-à-dire qu'on va adapter ce que l'on sait au terrain et à l'adversaire. C'est-à-dire répéter une gamme sur... là, tu parles d'une mission qui est connue. Alors oui, c'est-à-dire on a une mission qui aura lieu quelque part face à un adversaire donné. Donc on va, à partir de tout ce qu'on va connaître sur les lieux et sur l'adversaire, on va récolter des informations qu'il n'y aura plus besoin de chercher au moment où ça va se passer. Parce que chaque fois que tu t'interroges, par exemple, de dire « Tiens, j'arrive sur les lieux, vous n'auriez pas un plan ?» Bon, déjà, je vais perdre du temps pour récupérer le plan. D'accord. Donc la préparation... Dans cette fameuse guerre du temps, c'est déjà un gain de temps. D'accord, donc ça va être revu avec les équipes, redéfinir l'objectif, préparer en fait les outils, les moyens. Alors, je donne un exemple simple. Par exemple, tu dis à quelqu'un, allez devant la porte du 25 avenue de la Libération. Si tu la prends en photo, c'est tout de suite plus simple pour la personne. Tu la localises sur un plan et tu mets la photo, la personne arrive devant et dit « Oui, c'est vraiment ça ». Tu n'as plus besoin de te poser la question « Je suis au bon endroit, tiens, il faut que je cherche, etc. etc. » Tu auras un gain de temps, tu es immédiatement dans l'action et tu peux te concentrer sur ce qui est ta mission principale, c'est-à-dire faire que je résolve la crise. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment essayer de simplifier les choses au maximum pour qu'il n'y ait plus de questions une fois arrivé sur le terrain. C'est-à-dire que tout ce qui peut polluer et te détourner du cœur de ta mission, si tu as pu le faire avant, c'est autant de temps de gagner pour tout le monde. Et c'est de la compréhension en plus. Parce que si tu te poses une question avant, tu dis oui mais là c'est pas terrible, donc là tu te poses les questions avant, tu te les poses pas pendant. D'accord. Quand tu es avant, donc tu as ta préparation,
tu vas voir en fait expliquer ta mission. Tu peux nous en dire plus? Comment tu t'y prends? Alors, pour expliquer la mission, on va comparer ça à un film, tout simplement. Hein. Dans un film, tu as un scénario et tu as un script. Le scénario, ça raconte une histoire. Le script, ça va dire, je distribue les rôles, toi tu joueras le rôle d'un tel, toi tu joueras le rôle d'un tel, et toi tu joueras le rôle d'un tel. Donc en fait, quand tu vas préparer tes équipes, tu vas leur dire, on est là pour faire telle chose. Donc l'objectif à atteindre et comment tu veux l'atteindre, toujours dans un espace et dans le temps. C'est-à-dire que tu définis bien ton cadre espace-temps. Les actions que tu dois mener, alors les militaires disent bien, on emploie des verbes à l'infinitif, pour montrer bien que ce sont des verbes d'action. Ouais. Et la deuxième chose, après, tu dis, voilà le scénario. Alors le scénario peut être en 1 acte, en 2 actes, en 3 actes, en 4 actes, en 5 actes. Hein. Il y a plusieurs phases possibles. Et puis après, c'est la distribution des rôles. Et quand tu distribues le rôle, les gens, s'ils ont compris le scénario global, ils peuvent encore plus être efficaces parce qu'ils comprennent leur rôle dans le scénario global. Alors comment tu fais pour leur expliquer? Ça m'intéresse, parce que je fais l'analogie en même temps que tu me parles dans le monde de l'entreprise. Comment tu fais pour leur expliquer leur rôle? Tu leur donnes quoi, leur feuille de poste? C'est simple, hein, tu dis, à un moment, j'ai une personne, il faudra que quelqu'un fasse ça, ça sera toi qui feras ça, et tu peux assortir tu feras ça, assortir de consignes qui soient plus ou moins limitatives. D'accord. Et quand tu leur donnes ces consignes-là, parce que, en général, ça va être soit de l'intervention, ça va être vraiment de l'action sur du terrain. C'est un script qui est fait, tu vois, petit A, petit B, petit C. C'est des dessins qui sont communiqués. En fait, c'est comment tu t'assures que la mission est bien comprise par la personne à qui tu donnes. Alors, l'idéal, et ça, c'est pratiquement toujours, il y a un schéma. Il y a un schéma avec un plan. C'est-à-dire que c'est difficile de faire quelque chose sans carte. Et sur cette carte, tu vas représenter les actions. Alors par exemple, si tu dis on passe par là, tu vas tracer un trait sur la carte pour montrer où tu passes. Tous les gens comprennent immédiatement qu'on passe par telle route, puis telle route, puis telle rue. Et après, tu mets, toi, tu te mettras à tel endroit. Et là, tu mets une croix là où il se mettra. Donc les personnes, et puis si sur la croix, à côté de la croix, tu mets une photo de l'endroit où il doit se positionner, c'est encore mieux. C'est-à-dire que tout le monde comprend pourquoi il est là et dans quel cadre il va travailler. D'accord. Donc en fait, c'est comme si en entreprise, tu faisais une réunion, mais sauf qu'en fait, au lieu d'expliquer à chacun ce qu'il doit faire, en fait, il y a une vue globale qui est donnée, une photo globale, dans laquelle en fait, tu vas projeter, expliquer ta mission, et en fait, chacun va s'y retrouver. Tout à fait. Il faut qu'à un moment, tout le monde ait la vision globale. Parce que quand tu as la vision globale, c'est là que tu as, la meilleure compréhension et la meilleure adhésion. Et si, à des moments, si tes gens sont bien formés, bien entendu, si tu as des petits problèmes, tu es sûr que, fort de leur initiative, ils vont pouvoir, tout en restant dans le scénario, s'adapter. Comment tu fais pour, tu as une entreprise, la vision, en général, elle est donnée par le fondateur, le CEO, la direction, on va dire, générale, mais il faut la répéter constamment, pour s'assurer qu'en fait, tu vois, dans les différentes chaînes opérationnelles de l'entreprise, elles soient comprises. Mais c'est un travail du quotidien. Comment tu le fais quand tu vas être en vraie opération? L'avantage, c'est que c'est jamais la même opération. Alors c'est un vrai avantage, c'est vrai. Tu racontes une nouvelle histoire. Partout, le plus compliqué, c'est la routine. Mais la routine anesthésie. Oui, l'automatisme, comme le médecin généraliste. Tu rentres et puis, de toute façon, je sais que tu as la grippe, il n'y a que de la grippe, quoi. Ma question, c'est, donc tu as des nouvelles opérations. Est-ce que tu dois expliquer ta stratégie à tout le monde avant d'aller en opération? Enfin, comment tu t'assures qu'en fait, ta vision ou ce que tu veux faire est vraiment compris par tout le monde? Alors d'abord, il faut éviter de ne faire qu'une explication à une partie. Parce que sous-entendu que ceux qui ne sont pas là, il y a quelqu'un qui va leur faire une explication. Donc là, tu es pratiquement sûr que tu as de la perte en ligne. C'est-à-dire que
les gens vont raconter ton histoire, mais un petit peu différemment. Donc si il y a 2 ou 3 étages, à la fin, tu es sûr qu'il n'y a plus grand-chose à voir avec ce que tu as dit au départ, ou ça peut être très loin. Donc ça, c'est important de rassembler le plus de monde. Et puis après, c'est une histoire d'homogénéité et de confiance. Si une personne ne comprend pas, elle dit et moi, est-ce qu'il demande une précision simplement? C'est pas histoire de dire j'ai rien compris, mais demande des précisions sur et je dois faire ça, mais je dois faire ça jusqu'où et dans tel cas, etc. Si tu n'as pas envisagé des cas particuliers. D'accord, ok.